Bonjour tout le monde. Donc, la Coalition Avenir Québec a déposé aujourd'hui une motion à l'Assemblée nationale pour clarifier une situation qui nous apparaît très préoccupante pour l'avenir de nos institutions. Cette question dépasse les intérêts partisans. L'enjeu est, d'un côté, l'intégrité de notre fonction d'élu et de l'autre, l'indépendance des médias du pouvoir politique. Je salue l'arrivée et la volonté de M. Pellado de faire de la politique. C'est un choix honorable. J'encourage d'ailleurs tous ceux qui s'impliquent dans notre société d'une façon ou d'une autre à s'engager aussi en politique. Mais quand on s'engage en politique, il y a des balises à respecter et c'est ce que nous souhaitons mettre en place avec cette motion. Les médias sont un rouage essentiel de notre démocratie. Ils informent la population, ils critiquent les élus, ils contribuent à définir le débat public et par la fonction qu'ils occupent, ils sont dans une catégorie à part. C'est évident qu'une entreprise médiatique, surtout de grande envergure, a un poids sur l'opinion publique qui ne peut pas être comparé avec aucun autre type d'entreprise. M. Pellado est aujourd'hui l'actionnaire de contrôle de Québecor, un grand groupe qui produit et distribue près de la moitié de l'information au Québec. C'est énorme et ça soulève de nombreuses questions pour M. Pellado. Il est clair pour nous qu'il y a un conflit d'intérêts tant que M. Pellado sera en politique active comme député, tout en étant l'actionnaire de contrôle de Québecor. D'ailleurs, tout comme l'a exprimé le président de la Fédération professionnelle des journalistes, nous avons une confiance inconditionnelle envers les journalistes de Québecor, mais nous nous devons de les protéger de situations potentielles nuisibles à leur indépendance professionnelle. Il est aussi clair, pour une foule de raisons, qu'une fiducie sans droit de regard ne réglerait pas le problème, puisque M. Pellado conserverait sa position de contrôle en Québecor et cela ne limiterait en rien le conflit d'intérêts lié à sa fonction publique. Pour séparer l'influence des médias et le pouvoir politique, il faut un mur de feu. C'est pourquoi il nous semble nécessaire d'agir maintenant pour que nous puissions évacuer, une fois pour toutes, cet enjeu du débat public. Nous demandons donc que soient étendues les dispositions du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale afin de prévoir que tout député ne puisse d'aucune façon posséder une position de contrôle dans une entreprise médiatique. Cette motion a l'avantage d'être juste, claire et dans le plus grand respect de nos institutions et des élus qui y travaillent. Nous espérons que ce débat important se fera dans le respect pour le grand profit de la démocratie. Merci. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant, il y a quelques mois? Bien, écoutez, je l'ai demandé pendant la campagne électorale, donc c'est pas nouveau. La semaine dernière, il y a des journalistes qui m'ont posé la question. J'ai répété la même position et je pense que c'est important actuellement qu'on clarifie cette situation. Je pense qu'on ne peut pas prendre le risque de se retrouver dans une situation potentielle là, de conflit d'intérêts, de vous mettre, les journalistes, dans une situation potentielle de conflit d'intérêts où votre indépendance pourrait être remise en question. Votre objectif, c'est pas ici d'embarrasser le Parti québécois, parce que le Code d'éthique est là, il a été adopté avec un très large consensus, après de très longues discussions, il devait prévoir tous les cas de figure. Là, de le rouvrir maintenant pour un cas précis, c'est un peu contre l'esprit qui voulait qu'on ait une fois pour J'ai rencontré Jacques Saint-Laurent, qui est responsable du Code d'éthique. De toute évidence, le cas de M. Pellado n'avait pas été prévu dans le Code d'éthique. Donc, je pense que le Code d'éthique doit être revu, doit être clarifié. À mon avis, il y a clairement un conflit d'intérêts potentiel, il y a clairement un danger que le pouvoir et l'indépendance médiatique
ne soit pas capable de se distinguer du pouvoir politique. Est-ce que c'est pas risqué de commencer à modifier le code au gré de la situation de l'un ou de l'autre des députés, sinon on s'en sortira pas, parce que chacun aura possiblement des conflits d'intérêts différents? Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui possèdent le contrôle d'une entreprise qui diffuse à peu près la moitié de l'information au Québec. Là, c'est un cas vraiment exceptionnel, mais on pourrait penser que ça s'applique, par exemple, si François Bonnardel achetait la Voix de l'Est demain matin. Je pense que la question se poserait. Dans le coin de Granby, ça a une influence, la Voix de l'Est. Donc, ce qu'on dit, c'est un politique ne devrait pas se mettre dans cette situation-là. Puis habituellement, le code d'éthique vise surtout dans l'autre direction. C'est-à-dire que ce qu'on veut éviter avec le code d'éthique, c'est qu'un député qui possède des actions dans des entreprises puisse prendre des décisions qui seraient à l'avantage de ces entreprises. Donc, c'est du politique vers les entreprises de ce politique. Là, ce qu'on parle ici, c'est dans le sens contraire. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un risque que les médias puissent, en tout cas au moins en apparence, avoir un conflit d'intérêts avec le pouvoir politique à cause de l'influence des médias sur la politique. Donc, le code d'éthique n'était pas prévu comme ça. D'ailleurs, la fiducie sans droit de regard, elle ne s'applique pas. Parce que la fiducie sans droit de regard, c'était pour s'assurer, justement, dans l'autre direction, qu'un politique n'ait pas la tentation d'influencer une décision qui pourrait bénéficier à des entreprises. Puis, en plus, une fiducie sans droit de regard, je vous donne un exemple. Là. Si moi, demain matin, je détenais des actions dans 25 compagnies, je pourrais confier à un fiduciaire mon portefeuille puis dire à ce fiduciaire, bien, vous pouvez acheter ou vendre des actions de ces compagnies-là, mais moi, je dois être à l'aveugle là-dedans. Mais là, de toute évidence, ça ne s'applique pas à quelqu'un qui a un bloc de contrôle important comme Québécois. C'est évident que demain matin, là, il n'y a pas un fiduciaire qui oserait vendre ce bloc de contrôle. Puis, quand on n'a pas d'histoire, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais contrairement à ce que certains disent, moi, je pense que c'est possible, si c'est le choix que fait M. Péladeau, de trouver des acquéreurs pour ce bloc d'actions. Actuellement, là, on peut évaluer à peu près à 2,4 milliards la valeur de Québécois. Il y a à peu près 24 des actions qui sont détenues par M. Péladeau. Donc, déjà, il y a le 3/4 des actions qui ne sont pas détenues par M. Péladeau. Il y en a à peu près le quart que c'est la Caisse de dépôt, puis un autre 50 qui est détenu par différents actionnaires. Donc, reste ce bloc de 600 millions. Moi, je pense qu'au Québec, aujourd'hui, c'est possible de réunir un groupe de Québécois pour acheter ce bloc de 600 millions. Donc, c'est pas vrai là, qu'il n'y a aucun Québécois qui est capable de se mettre avec d'autres puis d'acheter un bloc de 600 millions. Donc, moi, j'y tiens, là. Vous m'avez entendu plus souvent que Pierre-Carl Péladeau parler de l'importance du contrôle des entreprises puis de garder des sièges sociaux au Québec. Donc, moi, j'en suis, mais c'est pas vrai que le seul qui peut garder le contrôle de Québécois au Québec, c'est Pierre-Carl Péladeau. Dans le fond, ce que vous dites, M. Legault, c'est, vous dites au député de Saint-Jérôme, vendez ou quittez. Ben, je pense que c'est inconciliable. On ne peut pas dire les personnes qui vont informer la moitié de la population sont des personnes qui travaillent pour une entreprise que je contrôle, que je pourrais retourner diriger après avoir fait de la politique. Il y a clairement un conflit d'intérêts. Puis moi, je pense que ça met les journalistes dans une situation très Vous mettez en question mon intégrité. S'il refuse, M. Legault, ben c'est ça que vous faites, M. Non, Legault. ce que je dis, là, c'est que je veux pas vous mettre dans cette situation-là. Je vous dirais, là, que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de raison de penser que ça n'a pas été fait correctement. Mais ce que je vous dis, par contre, c'est qu'il y a de toute évidence un risque qu'un journaliste se retrouve dans une situation où ils se disent, avant d'écrire contre Pierre-Carl Péladeau, je vais y penser 2 fois. Mais est-ce que, pour comprendre bien votre motion que vous avez déposée, est-ce que ce serait acceptable que M. Péladeau scinde sa compagnie en deux,
mettre les médias d'un côté, puis mettre le câbleau puis le cellulaire de l'autre, qui est le plus profitable, là, garde cette partie-là et puis vende sa participation dans les médias. Théoriquement, ça pourrait se faire. En pratique, c'est plus difficile. Je vais vous donner un exemple. Là. Quand moi, j'étais actionnaire de Transat, on avait une compagnie aérienne qui était comme un peu l'outil, comme le câble, si on veut. Puis on avait les grossistes, les agences de voyage qui rentraient les clients. Demain matin, on aurait bien pu dire on va scinder la compagnie en deux. Je veux dire, l'intérêt d'avoir les deux groupes ensemble, c'est qu'on a le câble a besoin du contenu. Mais là, si on met des actionnaires dans une situation où ils ont juste le câble, ben, ils pourraient être très dépendants de ceux qui contrôlent le contenu, qui pourraient exiger des tarifs ou des conditions qui seraient exagérées. Donc, oui, ce qui est important, c'est la partie média, là, TVA, Journal de Montréal, Journal de Québec, mais de séparer ça, si c'est possible, moi, je suis ouvert à ça. Ce qui est important, là, c'est qu'on ne peut pas actuellement, au nom de l'indépendance des médias, permettre à ce qu'un politique détienne un bloc de contrôle. Puis quand je dis bloc de contrôle, là, je réfère à la loi sur les valeurs mobilières. Hein? Bloc de contrôle, selon la loi sur les valeurs mobilières, c'est quelqu'un qui est capable de nommer une majorité d'administrateurs. Okay? Puis, faisons bien attention, là, Pierre-Carl Péladeau a 72 % des actions votantes, mais 24 % des actions. Donc, il y a déjà là du travail qui peut être fait de ce côté-là, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas dire c'est 50 % plus 1 le nombre d'actions. Chaque cas est différent. Puis la loi sur les valeurs mobilières, ce qu'elle dit, c'est qu'un actionnaire est défini comme un actionnaire qui a un bloc de contrôle lorsqu'il est capable de nommer une majorité d'actionnaires. Donc, ça se pourrait très bien là, que quelqu'un ne détienne pas 50 %, mais parce que les autres actions sont très factionnées, qu'il soit capable d'élire une majorité d'administrateurs. C'est acceptable qu'il devienne un actionnaire minoritaire, là, selon la définition de la loi sur les valeurs mobilières. Actuellement, c'est pas le cas. Vous dites qu'il y a sûrement quelqu'un au Québec qui serait prêt à acheter ça. Vous, personnellement, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à acheter ça? Je n'ai pas tâté le terrain. Là. Personne ne m'a donné de mandat de vendre ça. Là. Donc, mais je peux m'imaginer un certain nombre de personnes qui sont capables, en groupe ou seules, d'acheter une entreprise de 600 millions. Communistes, essentiellement? Oh, bien, écoutez, là, moi, je pense que, justement, là, il faut que les médias laissent aux journalistes l'information puis la ligne éditoriale. Pourquoi souhaitez-vous que les modifications que vous proposez soient appliquées à l'ensemble des députés et non seulement aux chefs de parti, aux membres du cabinet, aux ministres, etc.? Parce que ce qu'on veut, c'est l'indépendance des médias face au pouvoir politique. Puis, à mon avis, un député a un pouvoir politique. C'est certain qu'un chef de parti ou un premier ministre a encore plus de pouvoir politique, mais ça serait de dévaloriser la fonction de député, de dire qu'un député n'a pas de pouvoir politique. Question en anglais. Mr. Legault, let's talk about the motion. Would you consider this to be a binding motion, exécutoire? I think that I hope that the government can table a bill to change regulations. I think that right now they don't apply those rules to the situation of Pierre-Carl Péladeau. I think that it's not acceptable today that we have somebody owning 72% of the votes of the largest media company in Quebec, controlling 50% of the information, that this guy can be in politics, because there's a question of the independence of the journalists in face of the political power. The Liberals have a majority. They have your support clearly if they wanted to do this. Would you consider the Code of Ethics, the law, to have unanimous consent in order for it to change? I haven't had this discussion at this point. So it would be the best, but I think that it can be two-thirds or the majority. But I think right now we first need a debate. I think it's clear for me that there's a conflict of interest
I think we should all agree with that. And I'm surprised to hear some people knowing politics being against that, against having rulings. Now, Jean-François Lisée has said already that he wants to see this law changed. How should he vote tomorrow? Should he vote with his party if they vote against? You know that Jean-François Lisée is a very picky guy. Huh? So he may not like a comma about the motion. You know him. So I'm careful. But I think we have right now to make sure that everybody understands the importance of the independence of journalists. How difficult a situation do you think this puts the Parti québécois in, this motion? I think it's not the Parti québécois, it's Mr. Pelado. Mr. Pelado cannot own a block of $600 million controlling Québécois and at the same time be evaluated by the journalists of this company. And the Parti québécois has been saying that the code of ethics that exists is the same code for everyone. It's not fair to single out one person. What do you say to that? I had a chat with Jacques Saint-Laurent, who's in charge of the code, and he told me that for him, we didn't plan this case when the code was tabled. I think that it's a very special situation. I think that this situation, the code was more in the opposite direction. A politician having interest in a company doing business with the government, we want to make sure that he would not take decisions that would be in favor of one of these companies. In this situation, it's the opposite. We have a company that can have an influence on the political power. So I think that the code was not put in place for a situation in this direction. It was made for a problem in the other direction. Avant de finir, Louis Lacroix et Geneviève. Parce que une motion, là, ça n'a pas de, c'est pas exécutoire en fait. Alors demain, elle veut dire quoi votre motion? Je veux dire, qu'est-ce que c'est? C'est un symbole. Elle veut dire beaucoup. Écoutez, on va demander un vote nominal. Il y a 125 députés à l'Assemblée nationale qui vont devoir se prononcer. Est-ce que chaque personne qui est assise à l'Assemblée nationale pense que c'est conciliable d'avoir un député qui est le propriétaire majoritaire du plus important groupe de médias qui contrôle presque 50% de l'information au Québec? Déjà, là, il y aura un pas important de fait, mais moi, je pense que les débats vont se faire. Il n'y a pas d'élection avant 4 ans. Donc, la chance qu'on a, c'est de le faire d'une façon sereine, maintenant, en début de mandat. Si les libéraux refusent d'emboîter le pas avec vous, ils votent contre votre motion. Mais là, vous êtes dans l'hypothèse. Non, mais vous allez traduire ça comment? Ça serait, qu'est-ce que ça voudrait dire? Écoutez, il faudrait d'abord leur demander à eux, là, ce que j'ai compris des représentants libéraux jusqu'à présent, c'est qu'ils étaient d'accord avec notre position. Donc, on va attendre à demain pour voir comment les libéraux vont voter. Que pensez-vous des retraites dorées des hauts dirigeants de la Caisse de dépôt? Bien, il faut regarder la rémunération de façon globale, les salaires et les retraites. Pour attirer les meilleurs, il faut avoir une rémunération qui est compétitive. Par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a aussi une apparence là, qui est donnée face à la population. Puis, les bonis, les retraites sont mal vus actuellement par la population. Donc, peut-être qu'il faudrait revoir la rémunération pour dire on paye le vrai salaire, un salaire qui est compétitif, mais de ne pas compenser un salaire plus bas avec des primes ou des régimes de retraite qui ne respectent pas les lois du marché. Mais moi, à partir du moment où on dit la Caisse de dépôt gère 200 milliards d'actifs, c'est important le rendement qu'ils font, il faut avoir les meilleurs, il faut avoir une rémunération globale qui est compétitive. Pensez-vous que ces conditions-là ont contribué à peut-être à convaincre Christian Dubé de s'en aller à la Caisse de dépôt? C'est certain là, que c'est plus payant, la job de Christian Dubé comme VP de la Caisse de dépôt que comme député à l'Assemblée nationale. C'est certain. Pensez-vous que ça l'incitait à ne pas vouloir prendre sa prime? Bien, écoutez, il n'a pas pris sa prime. Hein? Donc,